Pelleteuse atteint l'impensable. Pilote disparu en 1958. Révélé après 67 ans. La machine lourde descend son bras mécanique dans la terre humide. L'opérateur ne s'attendait à trouver rien d'autre que du sol. Mais quelque chose retient la pelleteuse. Un métal. Corrosion avancée. Peinture décolorée. Et, peu à peu, la forme familière émerge de la boue. Un hélicoptère. Entier. Enterré. Sur le chantier de construction à Brasilia, en ce jour d'automne de 2025, une découverte allait réveiller une histoire qui avait dormi sous 5 mètres de terre pendant 67 ans. L'histoire de Geraldo Mendes, pilote expérimenté, qui disparut sans laisser de traces le 23 septembre 1958. Geraldo quitta un aéroport le matin, comme il l'avait fait des centaines de fois. Il n'arriva jamais à destination. Il ne fut jamais retrouvé. La police chercha. Les amis fouillèrent. La famille attendit des réponses qui ne vinrent jamais. Graduellement, l'affaire se refroidit. Les années passèrent. Les décennies passèrent. Geraldo Mendes devint un fantôme, un nom dans un dossier oublié. Mais les machines ne mentent pas. La Terre garde des secrets. Et après 67 ans, la vérité émergea finalement de la boue rouge. Geraldo Ribeiro Mendes naquit le 20 mars 1926 à São Paulo. Son père, Hélio Mendes, était mécanicien d'avion à l'usine Latecoère. Sa mère, Dona Cristina, était dactylographe. Grandir entouré par le son des moteurs définirait toute sa vie. À 17 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, Geraldo s'enrôla dans la force aérienne brésilienne. Il ne combattit pas à l'étranger, mais servit sur des bases aériennes à l'intérieur de São Paulo, où il apprit les premières leçons de vol comme mécanicien de bord. À la fin de la guerre, à 20 ans, la force aérienne le libéra, mais il ne pouvait abandonner le ciel. En 1947, à 21 ans, Geraldo obtint sa licence de pilote commercial. Il commença à travailler pour une petite compagnie aérienne qui effectuait des routes entre São Paulo et Rio de Janeiro. C'était un travail difficile, des avions anciens, des salaires modestes. Mais Geraldo aimait cela. Au cours des 10 années suivantes, il travailla pour différents opérateurs. Vol de taxi aérien, vol privé, petits frais. Il accumula plus de 2700 heures de vol, un nombre respectable pour l'époque. Il était connu parmi ses collègues comme un pilote soigneux, méticuleux, quelqu'un qui vérifiait chaque instrument 2 fois. Il n'eut jamais d'accident. Il n'eut jamais d'incident grave. En 1957, à 31 ans, Geraldo reçut une opportunité qui changerait sa carrière. La compagnie aérienne Transporte Aéreos Regionais, la TAR, l'engagea pour piloter des hélicoptères. C'était un pas important. Les hélicoptères étaient dotés des machines plus complexes, plus dangereuses, mieux rémunérées. Geraldo passa 4 mois en formation intensive à São Paulo. Il apprit chaque système, chaque procédure d'urgence. En juin 1958, il reçut sa qualification de pilote d'hélicoptère. À 32 ans, Geraldo Mendes était au sommet de sa carrière. Il vivait dans un petit appartement dans le Plano Piloto de Brasilia, la nouvelle capitale qui était en construction. Son ex-femme, Marina Silva, vivait à São Paulo avec ses 2 enfants. Geraldo voyait les enfants 2 fois par an pendant les périodes de vacances. Il envoyait de l'argent religieusement. C'était un homme tranquille, sans vice connu. Ses collègues le décrivaient comme aimable, professionnel, fiable. Personne ne soupçonnait que sa vie était sur le point de se terminer. 23 septembre 1958. Un mardi. Le ciel au-dessus de Brasilia était partiellement nuageux, avec prévision de pluie en fin d'après-midi. Geraldo arriva au hangar de la TAR à 5h30 du matin. Son collègue, le mécanicien Ernesto Silva, était déjà là, complétant la maintenance pré-vol de l'hélicoptère. C'était un Sikorsky S-55, immatriculation PT-HBR, une machine fiable, fabriquée en 1953.
Il avait 2400 heures de vol enregistrées. Le travail de ce jour-là était considéré comme routinier. Geraldo devait transporter 3 passagers vers un campement de recherche géologique dans une zone reculée à environ 65 km, au nord de Brasilia, dans une région de Cerrado, ouvert proche de la rivière Maranhão. Le trajet prendrait 40 minutes si le temps se maintenait bon. Départ à 7 heures. Retour prévu à 16 heures. Les 3 passagers arrivèrent à 6h30. Roberto Alves Cardoso, géologue de la compagnie de recherche de ressources minérales, 38 ans, spécialiste en géologie structurale. Armando Pereira Lima, également géologue, 35 ans, spécialiste en prospection pétrolière. Vicente Barbosa Costa, ingénieur des mines, 42 ans, superviseur du campement. Tous étaient des fonctionnaires fédéraux expérimentés. Tous connaissaient les risques de travailler dans des régions reculées. Tous signèrent le manifeste de vol. Tous placèrent leurs affaires à bord de l'hélicoptère. Geraldo fit sa vérification pré-vol avec sa méticulosité habituelle. Carburant. Réservoir plein. 175 gallons. Huile moteur. Niveau correct. Huile de transmission. Normal. Batterie. Chargée. Instruments de navigation. Tous opérationnels. Rotor principal. Sans dommage. Sans fissure. Sans usure anormale. Rotor arrière. Idem. Commande de vol. Réponse normale dans toutes les directions. Palette de commande. Fonctionnait en douceur. Rien n'indiquait quelque problème. L'hélicoptère était en parfaite condition de vol. À 6h50, Geraldo entra dans la cabine de pilotage. Ernesto ferma la porte. Les 3 passagers occupèrent leur siège dans la cabine de fret, derrière le pilote. Geraldo alluma les moteurs. L'hélicoptère vibra, se réveilla, respira. Les rotors commencèrent à tourner, lentement, puis de plus en plus vite. Aux passagers, Geraldo communiqua via interphone. « Nous allons partir dans 2 minutes. Vous allez bien ?» Les réponses furent affirmatives. À 7h05, Geraldo demanda l'autorisation de décoller à la tour de contrôle de Brasilia. L'autorisation fut accordée. L'hélicoptère décolla en douceur. L'altitude augmentait. Brasilia diminuait en dessous. Geraldo maintint le contact radio avec la tour pendant qu'il montait. Altitude de 5000 pieds. Cap nord-nord-est, 315 degrés magnétiques. Conditions de vol. Bonne. Vitesse. 75 nœuds. La dernière transmission de Geraldo Mendes eut lieu à 7h19. Il rapporta une hauteur de 6000 pieds, cap correct, carburant normal. Sa voix était calme, professionnelle. Rien ne suggérait quelque problème. Après cela, silence. Lorsque l'hélicoptère ne revint pas à 16 heures, la TAR commença à s'inquiéter. Le campement de recherche avait confirmé. L'hélicoptère n'était jamais arrivé. Une recherche débuta immédiatement. La force aérienne brésilienne fut mobilisée. Des avions Cessna partirent de Brasilia en direction de la route connue entre la capitale et la rivière Maranhão. Le ciel commençait à s'assombrir. Des nuages de pluie approchaient. La visibilité était limitée. Le lendemain matin, la recherche s'intensifia. Hélicoptères supplémentaires. Avions de recherche et sauvetage. Des centaines de soldats furent déployés sur le terrain pour fouiller la région reculée. La zone de recherche couvrait environ 3000 km² de cerrado ouvert, forêts décidues et plaines inondables saisonnières de la rivière Maranhão. La police fédérale fut impliquée. Ils interrogèrent tous les employés de la TAR. Personne ne savait rien. L'hélicoptère était en parfaite condition. Geraldo était un pilote expérimenté et soigneux. Il n'y avait aucune raison connue pour la disparition. Ils interrogèrent Marina Silva, l'ex-femme. Geraldo n'avait pas de dette. Il n'avait pas d'implication dans des activités illégales. Il n'avait pas d'ennemis. Il n'y avait aucune motivation pour enlèvement ou sabotage. Ils interrogèrent ses 2 enfants, de 15 et 13 ans. Tous 2 décrivirent le père comme un homme travailleur, dévoué,
absent physiquement mais présent dans les responsabilités. Rien qui indiqua une raison pour disparition. Des spécialistes en hélicoptères examinèrent les registres de maintenance du PTHBR. Tout était à jour, aucun problème connu, aucune panne signalée dans les 6 derniers mois d'exploitation. Mais il y avait un détail. Quelques jours avant la disparition, l'un des mécaniciens avait signalé un bruit anormal dans le système de transmission pendant un vol d'essai. Le problème avait été investigué, mais aucune panne n'avait été trouvée. Le bruit avait disparu. L'aéronef fut libéré pour exploitation normale. Une panne intermittente dans la transmission pouvait, en théorie, s'être manifestée à nouveau pendant le vol. Une panne sévère aurait pu laisser Geraldo incapable de contrôler l'hélicoptère adéquatement, particulièrement pendant des changements de direction ou dans des conditions de vent de travers. Les enquêteurs considérèrent également la possibilité que Geraldo se soit désorienté. Brasilia était une capitale nouvelle. Les repères géographiques étaient rares. La région nord était sauvage, avec peu de références visuelles. Un pilote pouvait facilement dévier de la route dans des conditions de faible visibilité. Si les instruments de navigation échouaient simultanément, spécialement le système radio, Geraldo serait perdu. Il y avait encore l'hypothèse d'un événement médical. Geraldo avait 32 ans, apparemment en bonne santé. Mais un infarctus silencieux était possible. Une perte soudaine de conscience aurait pu laisser l'aéronef sans contrôle. Après 3 semaines de recherche intensive, aucune trace de l'hélicoptère n'avait été trouvée. Les opérations de recherche furent réduites. Les avions retournèrent à leurs engagements. Les soldats retournèrent à leur base. L'hypothèse officielle finale, chute dans un endroit isolé, probablement dans une forêt dense ou plaine inondable de la rivière Maranhão, où les débris ne seraient jamais trouvés naturellement. Le climat humide de Brasilia encourage une croissance végétale rapide. Un aéronef dans une zone de forêt dense pourrait rester caché indéfiniment. Après un mois, l'enquête fut officiellement close. Classée comme disparition dans des circonstances inconnues, présumé accident aérien. Les dossiers furent fermés. L'affaire se refroidit. Mais il y avait un témoin qui ne fut jamais correctement interrogé. 2 jours après la disparition, un chercheur d'or nommé José da Silva, qui travaillait dans une vallée reculée à environ 30 km au nord de Brasilia, contacta la police. Il dit qu'il avait entendu un bruit anormal dans le ciel ce mardi matin, un son de moteur en difficulté. Puis, un bruit sourd d'impact, comme quelque chose de gros tombant. Mais José était analphabète, vivait illégalement dans une zone de mine, avait peur de représailles. La police ne prit pas sa déclaration très au sérieux. De plus, le bruit pouvait être venu de n'importe où dans la vaste région. Sans coordonnées précises, c'était impossible d'enquêter. Le témoin disparut après cela, retournant à l'orpaillage clandestin. Son témoignage fut archivé, pratiquement oublié. La famille de Geraldo n'accepta jamais la conclusion officielle. Sa mère, Dona Cristina, voyagea à Brasilia 3 fois dans les années suivantes. Elle demanda des faveurs. Elle parla avec des officiers. Elle supplia pour des recherches supplémentaires. Personne ne pouvait rien faire. Sans débris, sans corps, sans quelques preuves tangibles, l'affaire restait close. Dans les archives de la police fédérale, le dossier de Geraldo Mendes occupait 22 pages. Enquête sommaire, entretien avec des collègues, analyse des registres de maintenance, vérification des données personnelles. Aucune piste prometteuse n'émergea. Le dossier fut marqué « Affaire non résolue » et archivé. Brasilia continuait d'être construite. La capitale évoluait rapidement. De nouveaux bâtiments surgissaient. De nouvelles avenues étaient retracées. De nouvelles personnes arrivaient tous les jours. Le passé était laissé derrière. Mais la région où Geraldo disparut restait relativement sauvage pendant les décennies de 60 et 70. C'était une forêt dense et une plaine inondable. Occasionnellement, des chercheurs d'or passaient. Des chasseurs explorèrent la région. Mais personne ne construisait là.
Tout changea dans les décennies de 80 et 90. Brasilia s'étendit vers le nord. De nouvelles zones résidentielles furent planifiées. L'infrastructure fut développée. Ce qui était une région reculée devint, graduellement, des périphéries urbaines. Pourtant, aucune trace de Geraldo ne fut trouvée. En 1992, Dona Cristina décéda à 92 ans, sans jamais connaître le destin de son fils. Marina Silva, l'ex-femme, se remaria et déménagea à Rio de Janeiro. Les enfants de Geraldo grandirent. Ils se formèrent. Ils eurent leur propre famille. Le nom de Geraldo Mendes fut graduellement oublié. Une note de bas de page dans l'histoire de Brasilia. Un homme qui disparut et ne fut jamais retrouvé. 67 ans passèrent. À l'automne de 2025, Brasilia continuait son expansion. Nouveaux quartiers, nouvelles constructions, nouveaux chantiers. Sur un site de construction dans la région nord, des ouvriers préparaient le terrain pour un nouveau complexe résidentiel. La zone avait été identifiée pour développement depuis plusieurs années. Des études géotechniques avaient été réalisées. Le sol fut considéré adéquat pour construction. Une pelleteuse lourde travaillait le sol en profondeur, enlevant la terre pour les fondations. L'opérateur était expérimenté. Il avait travaillé sur des dizaines de chantiers à Brasilia. Lorsque le bras descendit dans une zone spécifique du terrain, il sentit une résistance anormale. Ce n'était pas du sol compacté. Ce n'était pas de la roche. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qui cédait, mais offrait une résistance structurelle. L'opérateur arrêta la machine. Il descendit pour enquêter personnellement. Sous une couche d'environ 5 mètres de terre, boue et sédiments, il y avait du métal. Beaucoup de métal. Oxydé, déformé. Mais clairement, une structure de grande taille. L'opérateur appela son superviseur. Le superviseur appela la police locale. La police appela des experts spécialisés. Lorsque les spécialistes arrivèrent, la situation devint claire. C'était le squelette d'un aéronef, hélicoptère spécifiquement. Le fuselage avait encore une forme reconnaissable, bien que sévèrement corrodé. Les rotors étaient encore attachés au mât. La cabine avait encore un contour défini. Comment était-il arrivé là? Enterré 5 mètres sous la surface? Les enquêtes initiales suggérèrent un scénario plausible. L'hélicoptère était tombé dans une vallée naturelle, une dépression topographique qui traversait la région. À cette époque, en 1958, cette vallée était occasionnellement inondée pendant la saison des pluies, créant un petit plan d'eau saisonnier. Au fil des années, spécialement pendant la construction d'infrastructures à Brasilia dans les décennies de 60 et 70, du terrassement fut réalisé dans la région. Du sédiment fut déplacé. Des remblais furent créés. La vallée fut graduellement remplie, d'abord par sédimentation naturelle pendant les périodes de pluie intenses, puis par des travaux délibérés de terrassement. L'hélicoptère était là, toujours, invisible seulement parce qu'il était enterré sous des mètres de terre et matériaux de construction. Personne n'avait cherché là spécifiquement. La zone reculée de 1958 était devenue un quartier commun de Brasilia. La terre qui le couvrait avait été couverte par des rues, maisons, bâtiments. Les experts collectèrent des pièces de l'hélicoptère. Des marques d'identification furent localisées. Le numéro de série fut vérifié. PTHBR. L'hélicoptère de Geraldo Mendes. Après 67 ans, il avait été retrouvé. La découverte généra une couverture médiatique significative. Les informations nationales couvrirent l'histoire. Les journaux publièrent des articles. Le nom de Geraldo Mendes revint des profondeurs de l'oubli. Des spécialistes en accidents aériens furent mobilisés pour examiner les débris. Le processus d'excavation fut prudent. Des os furent collectés. Des pièces métalliques furent cataloguées. Chaque fragment fut documenté. Ce que les experts découvrirent était cohérent avec un impact à haute vitesse au sol. Il n'y avait aucune preuve d'explosion en vol. Il n'y avait aucun signe de feu antérieur à l'impact.
Le schéma de déformation du fuselage indiquait une chute accidentelle, pas de sabotage. Mais il y avait un détail significatif. Des marques sur la structure suggéraient que l'hélicoptère était entré dans un plongeon accentué avant l'impact. Ce n'était pas une descente contrôlée. C'était une perte d'altitude, progressive, peut-être même en spirale. Qu'est-ce qui causerait un tel comportement? Plusieurs possibilités étaient plausibles. La première, panne dans la transmission. Ce bruit anormal signalé quelques jours avant la disparition. Une panne intermittente qui n'avait pas été détectée adéquatement pendant l'inspection. Si la transmission échoua pendant le vol, spécialement pendant un virage ou changement de direction, Geraldo aurait perdu le contrôle de l'aéronef. Les hélicoptères sont des machines extrêmement sensibles. Une panne de transmission en vol est pratiquement équivalente à une panne moteur dans un avion à réaction. Aucune récupération possible. La deuxième, événement cardiovasculaire. À 32 ans, c'était moins probable que chez des pilotes plus âgés, mais pas impossible. Un infarctus silencieux aurait pu laisser Geraldo incapacité soudainement, sans temps pour réagir ou déclarer une urgence par radio. La troisième, désorientation combinée avec panne d'instruments. Les conditions climatiques se détériorèrent pendant le vol. La pluie arriva plus tôt que prévu. La visibilité diminua. Si simultanément les systèmes de navigation échouèrent, particulièrement le système radio, Geraldo aurait perdu son orientation. En tentant de trouver un terrain adéquat pour un atterrissage d'urgence, il aurait pu descendre pour la visibilité, rencontrer des obstacles inattendus, perdu de l'altitude de manière incontrôlée. La quatrième, panne structurelle causée par fatigue du matériel. 7 ans d'exploitation continue dans un hélicoptère de fabrication ancienne. Vibration chronique. Conditions de vol difficiles. Une panne de fatigue dans un composant structurel critique aurait pu causer une perte soudaine d'intégrité de l'aéronef. L'analyse des os récupérés confirma les identités par analyse ADN. Geraldo Mendes fut identifié. Les 3 passagers furent également identifiés. Roberto Alves Cardoso, Armando Pereira Lima, Vicente Barbosa Costa. Leurs restes furent rendus aux familles. Mais aucune conclusion définitive sur la cause de l'accident ne fut possible. 67 ans d'enfouissement, combinés avec dégradation des systèmes mécaniques, laissèrent peu de traces diagnostiques. Les enregistreurs de données, s'ils avaient existé, auraient été détruits depuis longtemps. Ce qu'on pouvait affirmer avec certitude était seulement ceci. Geraldo Mendes et ses 3 passagers décollèrent le 23 septembre 1958. Ils perdirent de l'altitude pendant le vol. Ils impactèrent le sol à haute vitesse dans une vallée reculée, au nord de Brasilia. Ils moururent lors de l'impact. Pendant 67 ans, leurs restes demeurèrent enterrés, jusqu'à ce que des machines de construction découvrent ce que des années de recherche n'avaient pas pu trouver. Les restes de Geraldo Mendes reçurent, finalement, des funérailles dignes. Sa mère était décédée 33 ans auparavant, sans jamais connaître son destin. Mais ses petits-enfants étaient de présent. Ces enfants, maintenant dans la soixantaine, purent finalement fermer un chapitre qui était resté ouvert pendant pratiquement toute leur vie. Les 3 autres passagers reçurent également des funérailles appropriées. Leurs corps furent rendus à des membres de la famille après plus de 6 décennies. Des familles, qui avaient perdu l'espoir de savoir ce qui s'était passé, avaient maintenant des réponses. L'affaire de Geraldo Mendes, close depuis des décennies, était maintenant, officiellement, résolue. Il n'y avait pas de méchants. Il n'y avait pas de crime délibéré. Seulement un accident, une erreur, une panne dans un système complexe. Un homme habile, expérimenté, soigneux, victime de circonstances au-delà de son contrôle. La pelleteuse continua son travail. Le complexe résidentiel fut construit. Brasilia continua de croître, s'étendant vers le nord. Mais maintenant, dans un quartier de la zone nord, sur un terrain où des familles habitent et des enfants jouent, une petite plaque marque l'endroit où, en 1958,
le ciel tomba. Geraldo Mendes ne fut pas retrouvé pendant sa vie, mais il fut retrouvé après sa mort. Et peut-être que cela est suffisant.